Alors voilà, donc je me présente d'abord. Donc, je suis Anne-Sophie Gimenez, je suis la présidente de WeDid. Donc WeDid est une entreprise qui accompagne les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur et l'écosystème de la formation en général pour développer des expériences d'apprentissage qui soient efficaces et immersives. Et donc, dans nos axes de recherche, il y a notamment la réalité virtuelle, mais aussi la data science. Et à ce titre, le métavers nous pose question aujourd'hui. Voilà, je vais passer la parole à Jérôme, si tu peux te présenter aussi. Merci Anne-Sophie. Bonjour, je suis Jérôme Denis. Je suis à la tête d'une société qui s'appelle Devers2, qui est une jeune start-up qui développe des solutions retail en réalité virtuelle. Et je ne sais pas si tu l'as précisé, Anne-Sophie, mais nous sommes tous les trois co-animateurs d'une commission qui s'appelle VRJAM, qui est au sein de la mairie numérique de Toulouse et qui promeut bien évidemment toutes les technologies immersives et aussi, bien sûr, une partie, on va dire, significative de technologies qui sont utilisées dans le métavers. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce webinaire aujourd'hui. Voilà. Et il y a Natalia. Et donc, moi, je m'appelle Natalia Velikanova, je suis fondatrice du projet Gate 22. C'est un musée d'art numérique en réalité virtuelle. Donc, c'est dans le domaine de la culture. Et je voulais rajouter juste par rapport à notre trio, donc on travaille aussi sur le fait de rassembler la communauté qui travaille dans les technologies immersives dans l'Occitanie. Donc on a commencé ce travail il y a un peu plus d'un an avant notre VRJAM 2021 et on est content de voir que la communauté s'agrandit. Et donc on invite toutes celles et ceux qui travaillent dans ces domaines-là de revenir vers nous et de faire partie de la bande. Ok. Donc, comment ça va se passer? Je vais prendre la parole sur le sujet plutôt des usages professionnels. Qu'est-ce que, en fait, moi, je suis, par exemple, je suis une entreprise. Qu'est-ce que je peux bien faire du métavers? Ensuite, on aura Jérôme qui parlera plutôt de la partie des usages personnels et Natalia qui développera plutôt une réflexion autour de l'éthique et du métavers. Voilà. Donc, pour vos questions, soit le chat, soit on a prévu des plages de discussion. Et bien, c'est parti. Et puis, j'ai un challenge, je vais tenir le timing, puisque je suis la première à commencer. Alors, on y va. Alors, donc, moi, je vais parler du métavers et du futur du travail dans les entreprises. Et ma définition, parce qu'on va tous se lancer dans cet difficile exercice, c'est que quand je vois des clients, des étudiants, je leur dis, si vous devez retenir une seule phrase, le plus parlant, c'est de vous dire l'Internet, je travaille avec, ou je joue avec, ou je suis devant un écran, alors que le métavers, c'est je travaille dedans, je vis dans le métavers. Et ça, ça sera pour dans 10 ans, de l'aveu de quasiment tout le monde. Puisqu'aujourd'hui, en fait, le métavers n'existe pas encore. Mais pourtant, on entend parler beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu un vrai buzz marketing qui a commencé en octobre 2021, qui a été lancé par Mark Zuckerberg, et le rebranding de Facebook en Meta. Ce rebranding, il a deux objets. Il a été d'une part un changement d'image lié au scandale de Cambridge Analytica et d'autres scandales liés aux données. Et donc, Facebook a voulu ripolliner, comme l'a dit notre candidat président hier, la façade de Facebook. Ça, c'était un premier déclencheur. Et le deuxième déclencheur, c'est que chez Facebook, ils croient beaucoup à la prime au premier entrant. Donc, ils se disent, en fait, c'est un marché qui va devenir énorme, il faut qu'on soit les premiers dessus pour créer les règles du jeu, parce que c'est plus facile de jouer quand c'est nous qui avons conçu les règles du jeu. D'un point de vue plus général, au-delà de méta, en fait, le métavers, c'est un mot valise qui est très pratique parce qu'une valise, c'est creux et en fait, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Donc, ça va venir dans le discours marketing englober tout ce qu'on n'a pas réussi à vendre par ailleurs parce que c'est trop compliqué. Donc, la VR, la R, le Web3, les NFT, etc. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une définition très marketing. Ce qui manque, en fait, quand je dis que ça n'existe pas, c'est que le métavers, en fait, il n'existera réellement que lorsque votre avatar pourra se promener d'un monde à l'autre. Par exemple, je suis en train de travailler dans une réunion chez Facebook
mon avatar sort de Facebook et va acheter une paire de Nike dans le magasin d'à côté. Voilà. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible pour de multiples raisons techniques, mais aussi politiques, parce que ça voudrait dire que des gens comme Facebook, Meta, Google, Amazon, etc., se parlent et acceptent de collaborer ensemble. Il y a malgré tout une bulle spéculative. Donc là, je vous ai mis en gros 2 diagrammes. Il y en a un qui est assez rigolo parce qu'en fait, c'est le nombre d'applications mobiles qui ont ajouté Metaverse à leur description depuis juin 2021. Donc vous voyez qu'il y a un effet, tout le monde veut s'emparer, se mettre sur ce mot-là parce qu'on sent qu'il y a un potentiel commercial. Et le deuxième slide, c'est pour vous montrer la taille du marché. Donc en 2024, il est évalué à 800 milliards de dollars. Voilà. Avec une répartition, somme toute, assez classique entre le hardware, donc par exemple les casques de réalité virtuelle, les lunettes de réalité augmentée, les contenus, et puis la partie publicitaire avec les social media ads, qui est un vrai sujet, sur lequel moi je ne vais pas développer, je pense que ça sera plutôt dans la partie de Jérôme. En tant qu'entreprise, comment je dois me positionner par rapport à cette bulle spéculative, par rapport à cet effet marketing? Il faut quand même comprendre qu'il y a un changement de paradigme business et tech. Donc, à 10 ans, on parle d'un marché total de 8 000 milliards de dollars. Et en termes d'emplois créés, on parle de 23 millions. Voilà. Et ne serait-ce qu'à horizon 5 ans en Europe, déjà, le groupe Meta annonce recruter 10 000 personnes. Donc, c'est assez considérable. Et face à ça, il y a une question qui est clé, particulièrement sur le marché français, mais même européen, parce que je pense que vous connaissez tous l'adage, les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe réglemente. Il risque de se produire un petit peu ça, avec des effets bénéfiques et des effets négatifs. Mais en tout cas, quand on demande aux Français ce qu'ils pensent du métavers, ils disent 75% en ont peur, et 75% ne l'ont jamais testé. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes 75%, je trouve que c'est le même chiffre, mais voilà. Et quand on compare ceux qui sont plutôt proactifs, on a 2 chiffres, j'aurais pu en prendre d'autres. On dit qu'il y a 3,5% des Français qui ont déjà acheté des monnaies, des NFT plutôt, et 8% des crypto-monnaies. Voilà, donc on voit qu'il y a un rapport quand même aujourd'hui assez défavorable dans l'esprit des gens et qu'il va falloir travailler sur cette question de l'acceptabilité sociale. C'est un sujet qui est traité de façon différente, qu'on soit acteur américain, géant de la tech, et puis qu'on soit plutôt en France. Côté géant de la tech, donc Magma. Donc Magma, pour ceux qui ne savent pas, moi je l'ai appris récemment, c'est le nouveau nom des GAFAM, puisque Facebook ayant changé de nom, ça aurait donné Gamam, et donc c'est plus joli de dire Magma. Voilà. Donc Magma, Microsoft, Apple, Google, Meta et Amazon. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai le bon ordre, mais en tout cas, c'est les bons acteurs. Et ce qu'ils veulent faire tous, c'est qu'ils veulent réitérer le coût de l'iPhone, c'est-à-dire créer quelque chose qui aura un impact tel que tout le monde va vouloir s'équiper. Donc, Meta le fait, ils ont racheté Oculus, qui était une marque de réalité virtuelle, et ils investissent 10 milliards rien qu'en 2021. Apple annonce un casque en fin d'année 2022, et Amazon, ça date, je crois que c'était il y a 2 semaines, a lancé toute une série de recrutements pour embaucher des gens pour faire un produit de réalité augmentée de grande consommation. Donc, on voit bien qu'il y a un effet assez fort en ce moment. Il y a une autre façon de traiter l'acceptabilité sociale, c'est ce qu'on appelle parfois la killer app. Donc, c'est la question de l'usage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en tant qu'utilisateur, je vais considérer que ça m'est utile pour moi, je vais cesser de me poser des questions sur l'acceptabilité. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer, alors pas sur le métavers, mais sur un sujet qui est travaillé depuis plus longtemps, qui est la XR. Donc la XR, c'est VR, donc réalité virtuelle et réalité augmentée, en gros, pour faire simple. Ça s'installe vraiment dans les usages entreprises. On trouve de plus en plus de solutions de collaboration à distance. Je ne vais pas détailler, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en soi, mais en gros, les grandes familles, il y a tout ce qui est collaboration à distance, événementiel, donc faire des événements où je ne me déplace plus, mais je suis avec d'autres avatars dans des mondes virtuels, formation, planification, simulation, ça va être tout ce qui est, par exemple, c'est beaucoup utilisé dans le médical, pour simuler des opérations, par exemple. Conception et prototypage, Ferrari, par exemple, conçoit ses nouveaux véhicules en réalité virtuelle pour gagner du temps. Et puis, il y a tout ce qui est maintenance assistée, plutôt avec la réalité augmentée et mixte,
qui permet en fait d'être plus efficace sur une chaîne d'assemblage pour mener à bien une réparation. Donc, moi, je vais zoomer sur le sujet que je connais le mieux, qui est la réalité virtuelle et la formation. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi j'irai là-dedans en tant qu'entreprise? Pourquoi j'utiliserai, par exemple, de la réalité virtuelle? Là, on commence à avoir des chiffres sérieux. Donc, on dit que, par exemple, par rapport à du e-learning ou de la classe présentielle, on va gagner 4 fois, enfin, ça va être 4 fois plus efficace en temps, c'est-à-dire qu'il me faudra moins de temps pour acquérir les mêmes compétences si je peux m'entraîner dans un simulateur et apprendre en faisant. Et ça s'explique par quelque chose qui est ce qu'on appelle la connexion émotionnelle. C'est-à-dire que je me sens embarquée dans une expérience, immergée dans une expérience, au lieu d'être passif face à un contenu. Et donc, mon cerveau, il y a beaucoup plus de zones dans mon cerveau qui sont sollicitées. Et donc, ça génère une connexion plus forte déjà et plus immédiate et un ancrage mémoriel plus pérenne dans le temps. Voilà. Il y a une autre chose que moi je trouve hyper intéressante, c'est la confiance en soi. C'est un sujet aussi particulièrement qui m'occupe en ce moment parce que je travaille avec Pôle emploi sur les décrocheurs scolaires. Ce qui sort quand on a fait une simulation en réalité virtuelle, par exemple, à une simulation d'un entretien d'embauche, les apprenants, à la fin, quand on les compare à d'autres groupes qui n'ont pas eu la simulation, ils disent qu'ils sont 40% plus confiants avec la réalité virtuelle qu'avec une formation présentielle. Donc ça aussi, c'est un levier qui peut être très intéressant, qui est de plus en plus utilisé. Ce que veulent les apprenants et pourquoi on fait ce rapprochement avec la réalité virtuelle, c'est qu'aujourd'hui, on veut tous apprendre en faisant. On est habitué aussi à avoir des choses immersives, ludiques. On est habitué à regarder des séries aussi avec un super storytelling. Voilà, donc on est habitué à avoir des expériences vraiment marquantes. Et c'est ça qu'on veut aussi dans nos expériences d'apprentissage. Donc, par exemple, ce qui se développe de plus en plus, c'est s'entraîner à parler devant 200 personnes. Et là, on vient le coupler. Donc, on est dans un monde virtuel dans lequel on peut insérer ce qu'on appelle de la data science. Donc, par exemple, si pendant la prise de parole en public, mon gros défaut, c'est de tenir mon micro comme ça et que plus personne ne m'entende, je vais avoir des warnings qui vont me dire, tiens, ton micro, il est trop loin, en live, qui vont me corriger. Et on commence à parler de coaching virtuel. Il y en a même qui commencent à travailler sur des méta-humains, c'est-à-dire des avatars qui vont vous coacher comme le ferait un formateur présentiel, mais évidemment beaucoup moins cher et beaucoup plus flexible. On a aussi des choses autour, j'en ai parlé, de tout ce qui est entretien unipersonnel, donc là où je peux parler à un méta-humain finalement qui va me répondre par rapport à ce que je dis. Et le bonus, c'est qu'en plus, pendant toute une expérience de réalité virtuelle, on va pouvoir capter les données, ce que dit l'apprenant, comment il le dit, où est-ce qu'il regarde, et donc on va pouvoir lui donner cet état des lieux à la fin de son expérience pour qu'il puisse, comme quand je fais du jogging et que j'ai une montre connectée, prendre conscience de mes progrès et continuer à avancer. On peut aussi avoir des choses plus classiques d'intervention chez un client sur de la réparation de vélo, voilà. Donc, quand on croise finalement dans ces mondes virtuels la pédagogie, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle, en fait, on a la capacité de créer des expériences pour que l'apprenant progresse à son rythme. Et c'est ça qui est séduisant dans le concept de la réalité virtuelle et du métavers, c'est que quelque part, je vais pouvoir avoir un libre choix. Je vais pouvoir apprendre en faisant, puisque je vais pouvoir me projeter dans des environnements qui sont totalement différents des miens. Je vais pouvoir me voir en replay aussi, donc ça c'est aussi un bénéfice. Et puis je vais avoir toute cette approche de statistiques. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Parce que moi je ne vois pas le chat. Vous en avez vu passer, Nathalie et Jérôme? Non, pas pour Non. le moment, mais on peut donner quelques minutes aux personnes qui veulent poser aussi de vive voix. Par rapport à la partie que vous venez d'entendre, ça peut être des questions ou alors des remarques, des réflexions, en fait, n'importe, n'hésitez pas. Bon, on va poursuivre et puis peut-être qu'on prendra les questions s'il y en a des urgentes à la fin. Je te redonne la main, Jérôme? Je prends j'ai demandé le contrôle là, si ça t'embête pas. Okay. C'est bon? Ouais, normalement là, je peux prendre le contrôle, non? Oui. Je pense. Ok. Vas-y, essaye. Alors,
lorsqu'on a parlé ensemble avec Anne-Sophie et Natalia de faire ce webinaire, on s'est aperçu qu'on était dans une situation un peu délicate parce que, évidemment, parler du métaverse aujourd'hui, c'est parler de beaucoup de choses. Il faut trouver une définition du métaverse. C'est extrêmement difficile. Je présuppose que chacun d'entre vous ici présent a sa définition du métaverse, pour ceux qui en ont une, évidemment. Donc, je vais donner la mienne, mais encore une fois, c'est une vision personnelle. Je pense qu'on en a tous. L'idée, c'est que, en effet, nous qui sommes, Natalia, Anne-Sophie et moi, on va dire, issus d'un monde très digital et celui de la 3D plus particulièrement, puisque on a tous des carrières qui ont un peu suivi ce chemin, jusque il y a quelques années, enfin, jusqu'à très récemment, avant que Zuckerberg fasse son annonce. On parlait des technologies métaverses, mais toutes de manière, je dirais, distincte. En termes de technologie, en tout cas, elles nous semblaient dans des usages et avec des utilisateurs définis par toutes sortes de niches, on va dire, chacune ayant ses usages et ses utilisateurs, et voire son marché. Aujourd'hui, et depuis l'annonce de Zuckerberg, on entend parler de métaverse pour tout. Alors, ce tableau, il est un peu provocateur, bien évidemment, mais ça donne une certaine image de l'usage surdimensionné qu'on peut donner au métaverse aujourd'hui. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le métaverse, je dis malheureusement parce que c'est un peu dommage, on a du mal à s'y retrouver, on y met des technologies et des usages, et on distingue les deux même. Donc, on a véritablement un panel technologiques qui va de technologies qu'on utilisait il y a 20 ans, hein, puisque je vous rappelle que il y avait une plateforme qui s'appelait Second Life il y a une vingtaine d'années et qui, grosso modo, était un embryon du métaverse. Donc, sachant que le métaverse, il est défini aussi par un élément culturel qui sont des visions un peu prospectivistes de l'avenir du virtuel. Donc, aujourd'hui, on y mélange tout et on a dans ce mélange des usages très différents. Alors, moi, je me suis intéressé à la partie non pas usage professionnel, mais usage personnel. Qui sera l'utilisateur de demain, même d'aujourd'hui, puisqu'il y en a déjà aujourd'hui, mais qui sera l'utilisateur de demain si on a un usage massif du métaverse et dans quelles conditions utilisera-t-il le métaverse. Donc, si on peut donner une… Alors, moi, je n'ai pas la main, Anne-Sophie, en fait, je veux bien que tu tournes mes slides. Aujourd'hui, en tout cas, si on veut développer des applications dans le métaverse, on a un utilisateur lambda qui est un utilisateur qui a quand même une certaine appétence pour la technologie. C'est une évidence. Monsieur Tartampion, qui n'a pas forcément besoin d'utiliser son téléphone tous les jours, on va avoir du mal à l'amener dans le métaverse parce qu'il faut avoir quand même envie de passer tous les obstacles ou les contraintes technologiques qu'on a actuellement. Il faut l'utilisateur lambda, il a aussi, je dirais, un univers culturel, souvent basé sur le jeu vidéo, bien évidemment, qui va l'entraîner petit à petit vers la technologie. Il a des centres d'intérêt, il a aussi, je dirais, son contexte qui est plutôt un contexte de technophile. C'est une des choses qu'on voit dans les études qui sont réalisées. En tout cas, les gens qui vont sur les métaverses, alors je vais en parler après, mais il y a des métaverses qui utilisent des casques virtuels, il y a aussi des métaverses qui utilisent l'ordinateur, voire des métaverses qui utilisent le téléphone. Donc, c'est vrai que derrière tout, pour des usages différents. Donc, mais on va dire l'utilisateur idéal, c'est un utilisateur qui est essentiellement digital natif, qui aime bien le jeu vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi après.
et qui est technophile. C'est la carte d'identité médium qu'on trouve actuellement dans les utilisateurs du métaverse. Alors, cet utilisateur, il a des préoccupations. Pourquoi va-t-il aller dans le métaverse? Qu'est-ce qui va le pousser à y aller et que va-t-il y faire? Alors, je ne déclinerai pas l'ensemble des usages qu'on a dans le métaverse, puisque Anne-Sophie en a déjà donné quelques-uns, mais l'utilisateur aujourd'hui, il a deux choix, deux grands choix, qui sont vivre une expérience hors du monde réel, c'est-à-dire vivre une expérience virtuelle, quelle qu'elle soit, ou alors, et c'est aussi un peu l'offre du métaverse actuel, il est là pour spéculer sur des crypto-monnaies. Puisque, on va dire, même si c'est un peu réducteur, acheter du terrain via une agence immobilière, crypto-immobilière sur des Decentraland, c'est pas pour faire autre chose que voir son terrain augmenter sa valeur, éventuellement un jour revendre des parts, etc. On est dans de l'immobilier assez classique, quoi qu'il arrive. Il y a aussi des sociétés qui proposent, on va dire, la spéculation, la crypto-spéculation sur des produits. Mais ça, je vais développer après. Ce sont des produits, par exemple, je connais des startups qui font des produits de spéculation en NFT sur le vin. Bon, le vin, c'est censé être un consommable dont on profite. Et bien là, les gens viennent pour faire augmenter de manière spéculative ou artificielle la valeur d'une bouteille de vin, d'un grand cru, pour pouvoir en dégager un maximum de profit. Donc on a quand même des usages assez différents et l'offre du métaverse aujourd'hui est sur ces deux plans. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est à mon sens les choses principales. Donc l'utilisateur, il a ça. Donc si il choisit d'aller spéculer, grosso modo, sa carte d'identité est assez large. Si par contre, eh bien, il veut vivre une expérience, là, la technologie va lui donner beaucoup plus de possibilités. Anne-Sophie, est-ce que tu peux? Non. Ouais, merci. Dans les possibilités qu'il a, j'ai parlé tout à l'heure de ces trois domaines technologie qu'il peut aborder pour aller dans le métaverse. Elles sont très différentes, elles ont un usage très différent, mais on commence à avoir une idée de la manière dont les utilisateurs l'appréhendent ou l'utilisent pour pratiquer des activités quelles qu'elles soient. Donc on a une offre, je dirais, technologique qui est la plus classique, en tout cas celle qui est aussi la plus abordable, qui est la 2D. C'est-à-dire que grosso modo, tout se passe sur votre ordinateur d'écran d'ordinateur, pardon, votre portable, et vous allez sur des plateformes qui vont vous donner voilà, matière à visiter parfois, puisque Google Street View, on peut considérer que c'est le métaverse du jumeau numérique du monde. Second Life, on en a parlé. Tout ça est accessible via l'ordinateur. On a la réalité virtuelle, qui est une technologie qui se développe de plus en plus. Donc là, on a des acteurs de la réalité virtuelle, dans Meta, dont on a parlé tout à l'heure, qui vont proposer du contenu. Et ce contenu, en s'agrégeant, en fusionnant avec d'autres contenus et plusieurs usages, va constituer ce qu'on peut appeler le métaverse. Il y a aussi la réalité augmentée, il ne faut pas l'oublier, qui n'est pas tout à fait comme les deux dernières visions du métaverse. La réalité augmentée utilise le réel pour ajouter du contenu virtuel dedans. Mais c'est quand même quelque chose qu'on rattache au métaverse. Pourquoi? Parce que eh bien, la réalité augmentée va permettre à des utilisateurs de pratiquer des activités de type virtuel, mais dans un univers réel. Donc ça, on va développer aussi un petit peu, enfin, on ne va pas forcément très développer aujourd'hui, mais sur des usages personnels, on a aussi de nombreux exemples sur la réalité augmentée. Anne-Sophie, j'ai besoin de ton aide. On a pas mal d'études, on vous les transmettra bien évidemment, qui évidemment essayent toujours de tester, voire de trouver les motivations
des gens qui vont sur le métaverse, sur les métaverses, que ce soit par les 3 véhicules technologiques que je vous ai cités jusqu'ici. Ce qui revient, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est que l'utilisateur, aujourd'hui, dans certains métaverses, n'est absolument pas satisfait. Vous savez qu'en termes d'expérience utilisateur, avec les technologies, il faut que l'utilisateur soit à un endroit où il ne va ni s'ennuyer, ni trouver ça trop compliqué, ni trouver ça trop stressant, ni trouver ça trop, on va dire, ennuyant. Donc, ce sont les mêmes principes que le jeu vidéo. L'utilisateur, pour qu'il ait des activités dans le métaverse, il faut lui donner du contenu, et du contenu pertinent, quel qu'il soit. Il faut lui offrir un service, et il faut aussi lui offrir un moyen de communication. La promesse du métaverse, c'est d'offrir un moyen de communication social très large. Donc, si le métaverse est capable de donner ça, eh bien, les utilisateurs vont venir massivement. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que, en effet, il y a des métaverses dans lesquels on a uniquement des objets en 3D et les utilisateurs s'y ennuient. C'est le cas de quelques études qui ont été faites sur Decentraland et sur d'autres métaverses qui sont très axés sur les crypto-monnaies. Les gens qui y viennent, s'ils ne sont pas forcément intéressés par ce que le métaverse a à leur offrir, c'est-à-dire des outils spéculatifs, eh bien, ils s'en vont et ils repartent. Donc, l'enjeu pour l'avenir du métaverse, c'est de captiver les gens au-delà, bien évidemment, de l'activité économique crypto-monnaie ou du travail dont a parlé Anne-Sophie tout à l'heure. Donc, ça va être un enjeu absolument capital. Anne-Sophie. Et cet enjeu, eh bien, il est clair, il est aujourd'hui l'offre du métaverse la plus, on va dire, la plus attractive, c'est d'offrir à des utilisateurs la liste des activités que j'ai non exhaustives que je propose ici, c'est-à-dire que l'utilisateur veut jouer, il veut vivre des événements, alors il veut suivre des concerts, peut-être assister à des conférences, enfin, bon, il y a des tas de possibilités. Il veut aussi s'informer. L'information est très importante, c'est une des questions très importantes pour le métaverse de demain. Il va être un consommateur, et on va développer cette partie-là. Il va aussi continuer à vouloir spéculer, pourquoi pas, puisque l'offre spéculative sur le métaverse est très importante. Et surtout, il va vouloir pratiquer toutes ces activités en ayant une très forte dimension sociale, c'est-à-dire que, grosso modo, l'attente du métaverse, c'est aussi de reproduire, on va dire, la pertinence, s'il y en a une, des contenus des réseaux sociaux et les pratiques des réseaux sociaux. Et c'est très important puisque, bien évidemment, si Meta a été créé, Meta est une société qui fabrique un réseau social. Donc, on s'attend aussi à ce que les autres réseaux sociaux proposent des offres similaires. Donc, tous ces points sont très orientés autour de la consommation. Et cette notion de consommation, elle est très importante puisqu'elle va évidemment générer du business auprès des gens qui créent du contenu, mais elle va aussi, et c'est extrêmement important, développer et faire augmenter le nombre d'utilisateurs. L'offre métaverse, je dirais la plus intéressante aujourd'hui, c'est une offre immersive avec un casque virtuel. Problème, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup d'utilisateurs de casques virtuels, en tout cas pas massivement comme le smartphone. Si l'offre métaverse de demain a suffisamment de richesse à proposer pour des utilisateurs, eh bien la vente de casques virtuels va augmenter, leurs usages vont augmenter, et là, on sera rentré dans l'ère du métaverse tel qu'on la pense aujourd'hui. Anne-Sophie, si tu veux bien, voilà, merci. Concernant la consommation, il y a aujourd'hui différentes possibilités et en tout cas différentes pratiques qui commencent à se développer. D'abord, dans le métaverse, bien évidemment, le métaverse est une plateforme, c'est un univers dans lequel on peut placer des produits.
C'est une pratique qui existe déjà dans la formation. Je pense qu'Anne-Sophie, tu ne me diras pas le contraire. Aujourd'hui, quand on fait des outils de formation en réalité virtuelle, on place des produits, on place des marques. Ça permet bien évidemment de générer derrière une consommation sur la marque en question. On peut faire du divertissement centré sur la marque. Il y a Jean-Michel Jarre qui a fait un concert, qui a fait son deuxième concert cette année, ou fin d'année dernière, sur une plateforme métaverse. Il y a des rappeurs qui font aussi des concerts. Il y a des pop stars américaines qui font des concerts. L'objectif, c'est créer un marketing qui soit global et qui permette derrière de vendre des produits. Alors, à contrario, on peut aussi intégrer la notion de métaverse donc en réalité augmentée, en liant la notion de virtuel, c'est-à-dire tout ce qui vient du virtuel, par le biais de l'entertainment, etc., dans des lieux de vente, et à ce moment-là, amener une dimension plus ludique sur la mise en avant du produit. Je ne développe pas, mais c'est quelque chose en plus qui existe déjà. Notamment dans la mode, on peut essayer des vêtements avec la réalité augmentée, on peut aussi essayer des chaussures avec la réalité augmentée, et on peut essayer des lunettes en réalité augmentée. En gros, c'est les trois grands axes aujourd'hui qui se développent, mais demain, on pourra aller beaucoup plus loin puisque la mode, aujourd'hui, investit énormément pour pouvoir porter en réalité augmentée véritablement des vêtements qui vont se comporter comme des textiles. Donc, c'est une des pistes qui existent. Dans le métaverse, on a un avatar. Ça devient de plus en plus, en tout cas, ça devient quasiment la majorité des cas. Un avatar, c'est une représentation de soi-même qui, aujourd'hui, commence à prendre une dimension, je dirais, narcissique, quelque part. C'est-à-dire que, grosso modo, l'avatar va être comparé à un humain bis, à un humain virtuel, qui, lui, bien évidemment, va devoir s'habiller, va devoir acheter des consommables virtuels, etc. Donc là aussi, il y a un marché émergent qui est très intéressant et qui peut se développer de plus en plus. Et puis, je terminerai sur la notion de NFT, c'est-à-dire que l'ensemble des consommables qui sont présentés dans le virtuel, eh bien, peuvent aussi, eux, prendre une valeur, crypto-valeur, on va dire, basée sur cette notion de spéculation. Voilà, je suis un peu long, mais je vais bientôt terminer. Alors, l'idée du métaverse de demain, en termes d'usage, c'est un grand mélange, on va dire, de jeux vidéo, d'entertainment, etc., qui va très certainement mener sur une autre vision du commerce, qui est le commerce virtuel. Et le commerce virtuel, je terminerai là-dessus, n'est pas uniquement l'achat de produits virtuels, c'est aussi l'achat de produits réels qui sont virtualisés. C'est-à-dire que grosso modo, c'est le remplacement futur du e-commerce avec une dimension, je dirais, très proche de la réalité. Voilà. Comme j'étais un peu long, j'en termine là. Et je vais laisser la parole à Natalia. Avant de commencer, Jérôme, je voudrais bien qu'on réponde à quelques questions qu'on a vues dans le chat. Donc, il y avait une question de Yannick. Oui. C'est une question pour Anne-Sophie d'abord. Donc, je lis la question. L'intervenante a parlé des conséquences positives du métavers. Y a-t-il des conséquences négatives identifiées ou potentiellement identifiables? Vous pouvez répondre tous les deux, j'imagine. Oui, bah, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs réponses à ça. En fait, il y a des risques psychosociaux, évidemment, qui sont, j'allais dire, quasiment les mêmes que ceux qu'on attribue aux jeux vidéo. Donc, l'isolement, le fait de préférer vivre dans le virtuel que dans le réel. L'épuisement aussi, puisqu'on passe son temps dans un écran, devant un écran, voilà. Donc, il y a ces choses-là qui peuvent se produire. En revanche, il y a toujours un côté positif, c'est qu'on voit de plus en plus aussi le recours au métavers pour traiter ou accompagner des gens qui ont des maladies mentales.
parce que justement, c'est très immersif et on peut travailler sur, par exemple, les phobies, la peur de l'avion, etc. Voilà. Ça, c'est un premier point. Après, on a un deuxième point qui est plus lié à la santé et aux équipements. Parce que quand on a un casque de réalité virtuelle sur la tête, en fait, ça veut dire qu'on a des écrans qui sont très très près des yeux. Donc forcément, ça peut créer de la fatigue oculaire et des pathologies, j'allais dire qu'on ne connaît même pas encore aujourd'hui, hein, puisque en fait, aujourd'hui, on doit passer, il y a sans doute des cas extrêmes, mais nous, par exemple, quand on forme les gens à la réalité virtuelle, en réalité virtuelle, en fait, c'est des séquences de 10-15 minutes, vraiment maximum, et bien sûr, jamais sur des mineurs de moins de 16 ans, puisque, et là ça me permet de faire la transition, effectivement, pourquoi cette limite par rapport aux mineurs de moins de 16 ans? C'est parce qu'en fait, comme l'immersion est peut-être très puissante et que quand on est enfant, on a du mal à percevoir la limite entre le réel et le virtuel. En fait, il y a eu malheureusement des expériences qui ont été faites aux États-Unis, notamment une où en fait, on prenait des enfants de 7 ans, on les faisait nager avec des dauphins au moyen d'un casque de réalité virtuelle. Puis 2 semaines après, ils revenaient au laboratoire et en fait, la moitié d'entre eux pensaient réellement qu'ils avaient nagé avec des dauphins, puisqu'il y avait une confusion entre. En fait, ça avait créé un vrai souvenir, quoi. Voilà. Donc, voilà, on peut l'utiliser positivement et négativement. C'est comme le marteau, hein, ça peut construire une maison ou tuer quelqu'un. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc d'où cette grosse partie sur l'éthique qu'on va faire après. Et après, les impacts négatifs, il y a tout ce qui est environnement, évidemment, hein, puisque consommation d'énergie exponentielle avec l'IA, etc. Et en revanche, à l'inverse, quand je vis des événements dans le métavers, ça veut dire que je ne prends pas l'avion, pas ma voiture, etc. Voilà, donc, à chaque fois, il faut bien mesurer les effets des deux côtés. Moi, j'ajouterais très rapidement qu'un des dangers aussi qui va se développer, c'est celui qu'on trouve actuellement dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire le harcèlement, etc., etc. C'est-à-dire que là, on est beaucoup. Comme le métaverse a une forte dimension sociale et socialisante, bien évidemment, on va trouver tous les travers de la relation sociale massive qu'on peut trouver actuellement avec le développement des technologies. La chose qui est un peu plus effrayante, on va dire, côté négatif, c'est que la réalité virtuelle en tant que telle est tellement réaliste et suscite elle aussi un comportement différent, on va dire. Il est évident que on est sur quelque chose dont on ne connaît pas l'aboutissement et qui fait lieu à un vide juridique qu'il va falloir combler. Voilà. Sachant Tu vas en parler tout à que l'heure. dans les grandes compagnies d'assurance, il y a déjà des équipes qui travaillent sur l'assurance des biens et des personnes dans le métavers. On va prendre une question de Charles Marc qui a levé la main tout à l'heure. Est-ce que Charles, vous voulez poser votre question? Oui, alors je me permets, en fait, c'est un petit peu la même qu'Alexandre Vive, puisque nous travaillons ensemble dans une entreprise qui fait de l'événementiel virtuel et nous proposons une solution en 3D. Et j'ai vu dans la disposition, enfin dans la catégorisation des différents types de, de métavers que vous intégriez en fait les éléments 3D dans 2D immersive, ce qui est-ce que vous pourriez expliquer davantage Oui, alors tout à fait. Je vois ce que vous voulez dire. Nous considérons que tout ce qui est sur un écran, c'est de la 2D. En termes d'immersion, l'immersion 3D, c'est je suis immergé dans un monde virtuel. C'est-à-dire que j'ai la sensation corporelle d'être présent dans ce monde virtuel. La distanciation avec l'ordinateur, alors ce n'est pas de la 2D, hein, si c'est je veux dire un jeu vidéo en 3D, ce n'est pas de la 2D en tant que telle, en tant que technologie, mais elle est consommée quelque part comme de la 2D puisqu'elle est consommée sur un écran. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en ces termes que je m'exprimais, bien évidemment. Après, voilà, tout ce qui est sur un écran n'est pas forcément de l'image, mais aussi de la 3D temps réel. Par exemple, on peut se balader comme dans un jeu vidéo à la première personne avec un avatar, etc.
À partir du moment où on met de la réalité virtuelle, on est dans une 3D totalement immersive, c'est-à-dire que où que je pose mon regard, tout autour de moi, il y a de la 3D, il y a un environnement virtuel, et quand je regarde mes mains, je vois mes mains en 3 dimensions, et je peux même les fermer, les ouvrir. Donc là on passe à un niveau au-dessus. Voilà, c'était le sens de mon explication. Oui, allez-y. Je peux continuer. Juste une dernière chose. Oui, vous avez parlé de ça. Nous, c'est vrai que nous parlions aussi soit de... Enfin, nous avions une autre distinction avec le digital, la 3D et ensuite la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et parce que on faisait, en parlant de digital, c'était des solutions telles que Zoom et ensuite des solutions telles que Decentraland ou même la nôtre. Ou... D'accord. Oui, oui, non, mais c'est tout à fait acceptable. Je suis d'accord avec vous. Il y avait une question sur la source de l'étude, donc on mettra, on peut le mettre dans le. Alors moi j'ai pas accès au chat, Natalia, mais je t'en déjà. D'accord, ok, voilà. Okay. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer. Il y a encore quelques questions et puis il y en aura peut-être d'autres, donc on répondra tous les trois à la fin du webinaire. Donc, et maintenant, en fait, on aimerait bien prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça et parler des questions d'éthique. Parce qu'on est au début de, on va dire, un nouveau chapitre, peut-être dans la vie d'humanité. Et ce serait bien de se poser les bonnes questions pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu'on a fait avec le web. J'en passe, le monde réel aussi. Et justement, pourquoi je voulais vous parler de l'éthique? Parce que ce qui existe aujourd'hui en tant que métavers, donc c'est des plateformes, par exemple Decentraland ou Sandbox et autres, qui sont nées depuis les jeux vidéo et des énormes communautés qu'il contient, par Minecraft, Roblox, etc., les plus connus peut-être. Et ce qu'on remarque, les tendances qui se passent déjà dans ce monde-là, c'est une réplique triste de notre monde, plutôt très réel. Donc, on crée les petites ruelles, on vend les parcelles attenantes plus chères que les parcelles qui sont plus éloignées, en fait. Et, je sais pas, moi, je trouve que c'est assez dommage de répartir sur quelque chose qu'on connaît déjà et qui a plusieurs, comment dire, enfin, c'est critiquable, tandis qu'on peut vraiment réinventer un monde nouveau. Et donc, c'est de là que je voudrais qu'on essaie de réfléchir les prochaines minutes de ce nouveau monde, comment il pourrait être, à quel point on peut l'influencer, est-ce qu'il faut l'influencer, etc. Donc, on va passer sur le slide suivante. Donc, je vous propose en quelque sorte une description de ce qu'est le métavers, donc à notre côté par rapport à son fonctionnement. Donc, c'est un monde virtuel en ligne en temps réel, c'est-à-dire qu'il est toujours actif, il ne s'arrête pas lorsque vous vous débranchez, les gens continuent à y évoluer, à créer du contenu, etc. Donc, le timing et la temporalité est la même que dans notre monde réel, mais on peut imaginer qu'ils vont créer les années métavers, etc. Enfin, pourquoi pas, mais enfin, en tout cas, c'est quand même lié à notre vie humaine parce que la personne qui le mesure, c'est nous. Donc, c'est une plateforme multi-utilisateur à dimension sociale, ce que mes camarades ont déjà dit. Le but, c'est d'y être à plusieurs, c'est de pouvoir évoluer tous ensemble dans ce nouveau monde. Donc, c'est un univers autonome et pleinement fonctionnel, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses. On peut créer, posséder, vendre, investir, communiquer, etc. C'est-à-dire que c'est multifonction. En fait, chaque personne peut avoir des actions différentes en même temps et tout cela fonctionne en harmonie parfaite. Donc, le contenu est généré par les utilisateurs, c'est très, très important. C'est un peu à l'image du web actuel, c'est-à-dire que en fait, le web, c'est juste un contenant et tout ce qu'on y voit, les sites web, etc., tout le contenu des réseaux sociaux, c'est créé par l'utilisateur. Donc, on imagine que Metaverse suivra cet exemple. Et l'économie hybride, donc les crypto-monnaies, etc., donc c'est quelque chose qui va faire partie de ce monde, donc c'est déjà parti dans ce sens très lucratif. Et tout ce que les gens voient aujourd'hui dans le métavers, c'est non pas l'espoir de monde meilleur, c'est plutôt l'espoir
d'un bon profit. On va avancer sur le slide suivante. En fait, j'ai essayé de vous représenter le métavers. En fait, les plusieurs, on va dire, pôles, composants, je ne sais pas quel mot serait le meilleur, en fait, de plusieurs choses qui participent à ce métavers. Ces piliers, certains les appellent les piliers. Donc, on va commencer par le centre, la technologie qui est très importante, qui permettrait à tout le reste de fonctionner. Alors, les technologies, ici, c'est très vaste. Donc, on parle de l'Internet ou 5G, tout le réseau qui permettra de supporter cela. Les clouds, l'intelligence artificielle qui est un chapitre à part, la visualisation, la blockchain, la robotique, les réalités mixtes, du coup, virtuelles, augmentées, etc. En fait, tout ça, c'est la base, et j'en passe, c'est la base technologique pour l'existence du métavers. Et puis, donc, les planètes autour de ce Soleil, ce sont des parties importantes qui la composent, enfin, telles qu'on l'imagine aujourd'hui. Et donc, c'est l'environnement, la gouvernance, les avatars, l'économie, la sécurité, l'expérience, la communauté et le contenu. Donc, et on va maintenant détailler chacun de ces composants plus en détail du point de vue éthique. Donc, on va avancer. Donc, si on parle des technologies, donc c'est le Soleil. Donc, on peut comparer le progrès, toute l'innovation, qui sont très souhaitables et attendues, versus écologie et la santé. Donc, on a parlé des influences éventuellement nocives sur la santé et le bien-être, si on poursuit les abus. Question d'écologie, donc c'est l'existence et le fonctionnement de toutes ces technologies qui est très gourmand en ressources, autant ressources primaires, fossiles que de l'énergie. Donc en fait, la blockchain, c'est une technologie très gourmande. Si on parle de verre en temps réel, donc on se dit qu'on envoie 50 images minimum par seconde dans chaque œil, ça fait 100 images par seconde. Pour comparer, la vidéo, c'est 25, ça peut être plus, mais on va dire c'est en moyenne 24-25. Donc, on quadruple déjà les bandes passantes comparables à la vidéo qui sont déjà très gourmands. Et donc, en fait, c'est ces bonnes questions qu'il faut se poser en fait, pour trouver le bon équilibre entre les deux. Donc, profiter du progrès, mais ne pas oublier comment ces technologies influencent les êtres humains et leur bien-être et notre environnement. On va avancer sur la planète suivante, qui serait l'environnement virtuel. Donc, le métavers peut être très passionnant. On peut imaginer toutes sortes de genres de mondes dans lesquels on peut évoluer, très différents de nôtres ou leurs répliques. C'est un environnement très excitant, interconnecté aussi. Donc, on peut imaginer un monde digital sans limite, accessible 24/24. Donc, toute cette partie-là est magnifique, mais il y a une bonne partie du monde qui n'a pas accès à Internet. Donc, je parle des pays en voie de développement des tiers-mondes, mais même au fin fond du Gers, je suis sûre que la 5G, c'est pas pour demain. Donc, on peut avoir des problèmes technologiques d'accès à ce monde, parce qu'on n'est pas tous servis de la même façon en cette accessibilité. Donc, c'est des questions, on s'est posé à quel point ce monde il sera vraiment inclusif, vu les écarts importants que nous avons, même au sein des pays développés. On va continuer vers la gouvernance. Alors ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Alors, qui va gagner? Est-ce que ça va être les sociétés commerciales ou les États? Donc aujourd'hui, on sait bien que Meta s'en occupe du métaverse, du sien. On sait que plusieurs États ont annoncé la création de leur métavers. Pour l'Europe, c'était annoncé à l'horizon 2030. Un métavers européen, il y a un métavers chinois annoncé, et forcément chaque État voudrait en fait promouvoir leur lifestyle, j'imagine, leur vision de monde, etc. D'où l'intérêt des créations de ces bulles plutôt qu'un monde uni. Et donc, moi je serais très curieuse de voir comment ça finirait. Peut-être ça va être un peu de tout.
peut-être il y aura des parties des métavers gérés par les sociétés commerciales et d'autres gérés par les États. Peut-être ça permettrait même un tourisme virtuel. Par exemple, la ville de Séoul, qui a déjà annoncé la création de Séoul Métavers en 2023, je crois. Donc, ils veulent créer toute une expérience numérique autour de la ville de Séoul. On peut imaginer qu'il y en aurait d'autres. Je suis tombée l'autre jour sur LinkedIn que la ville de Cannes vend en NFT la Croisette et d'autres parties de son patrimoine, en 3D bien entendu. Donc voilà, déjà ce genre de trucs qui apparaissent entre spéculation, tourisme, vente liée au tourisme, etc. Donc ça peut être autant la réplique de quelque chose de réel que des expériences complètement nouvelles. On peut imaginer que, soyons optimistes, la ville comme Toulouse, elle peut proposer un digital twin ou alors quelque chose de complètement différent, de se réinventer, de devenir une vraie ville digitale très différente de son emballage physique. Donc bon, tout ça reste, voilà, moi je suis là pour poser les questions, les réponses viendront avec le métavers. Donc, si on avance, on va parler un peu des avatars. Alors, les avatars, c'est une partie très importante parce que ça va être un soi numérique, en fait, ça va être une réplique de nous. Et alors, l'être humain est fait comme ça, hein. On dit on peut jamais faire 2 fois la même première impression, la bonne impression. La première bonne impression, je crois que c'est ça. Donc, on juge par rapport à ce qu'on voit. L'être humain est fait comme ça, donc on peut imaginer toute la spéculation autour de notre look virtuel. Sachant que, j'aimerais bien aller même encore plus loin. Donc, d'un côté, c'est un look, d'un autre, c'est notre digital me. Et donc, tout ce qui est numérique peut être hacké, on le sait. Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, je ne sais pas si certains de vous ont fait ça l'expérience de se faire pirater les réseaux sociaux ou autre chose. Imaginez qu'on pirate votre vous, en fait, votre doublon. Il y a des questions éthiques monstrueuses qui se posent parce que quelqu'un peut complètement prendre contrôle de vous et d'agir en votre nom aussi. Donc, d'un côté, on peut imaginer que cette expression de soi qui peut être très différente, très créatif, on peut autant se recréer parfaitement en 3D, ces technologies existent déjà, pour avoir une réplique fidèle, ou alors inventer les humains sous d'autres formes, un peu comme Ready Player One, où j'imagine que vous avez tous vu le film. Sinon, je vous conseille vivement. C'est une bonne... c'est une des visions à quoi pourrait ressembler le métavers. C'est une vision dystopique, par contre. C'est une vision dystopique. Oui, exactement. Mais bon, c'est une vision quand même très facile à comprendre et à percevoir. Et on peut imaginer aussi, donc du coup, selon notre apparence et le coût de cette apparence, qu'il y a des casques qui vont apparaître déjà. C'est déjà le cas. Il y a Balenciaga qui vend déjà des vêtements numériques. On sait très bien le coût de ces choses-là et on saura bien, comme aujourd'hui, quand on voit les marques, on sait que c'est une marque chère ou c'est une marque pas chère. De la même façon, on va très bien se repérer dans le monde numérique et il y aura aussi, il y a par exemple les avatars qui sont des créateurs, on va dire, qui vont coûter beaucoup plus que les avatars bricolés maison. Et on peut imaginer aussi ces cas sociaux. Donc, on va comprendre quel est le statut social d'une personne derrière l'écran, en fait, derrière ce métavers. On va avancer vers l'économie numérique, donc tout ce qui est lié aux crypto-monnaies. Donc, d'un côté, c'est l'argent, en tout cas, ils le vendent comme ça, très sûr. Donc, il n'a pas peur d'inondation, il n'est pas stocké au même endroit. Il y a plusieurs avantages à ce genre de technologies, en fait. Donc, on peut imaginer que voilà, ce sont des bonnes choses. C'est des cryptos qui sont interchangeables, on peut les échanger aussi contre l'argent réel, etc. Donc, on peut imaginer que c'est un monde de sécurisé et aussi hors gouvernemental parce que le krach boursier, je ne sais pas si ça pourrait atteindre les cryptos, par exemple.
parce que la monnaie Ethereum, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'inflation, etc. Donc ça perd de la valeur, mais les cryptos, c'est vraiment un monde parallèle. Donc on ne peut pas imaginer qu'ils vont être régis par d'autres lois d'économie, mais je ne suis pas une grande spécialiste dans la question. Et donc, il y a cette question de sécurité est très rassurant, et un autre de spéculation, parce qu'alors on parle de quelque chose de virtuel, on ne peut pas encore acheter grand-chose de virtuel pour vraiment comprendre la valeur de cet argent. Donc, c'est juste plutôt un investissement en espérant de tirer un bon coup quelques années plus tard, mais personne n'est sûr de ça, c'est un investissement à risque pour l'instant. Quand il y aura plus de choses à acheter en virtuel, je pense qu'on va plus comprendre la valeur de ces monnaies virtuelles parce qu'il y aura un équivalent, une réplique, au moins dans le monde virtuel. On va avancer vers, du coup, la sécurité et la confidentialité. Donc, dans les mondes numériques, c'est la question, parce que le métavers va très vrai la technologie de blockchain, c'est-à-dire que votre moindre fait et geste est tracé à tout jamais. Et donc, vu que nous sommes tous humaines, on peut dire ce qu'on n'a pas pensé, on peut faire ce qu'on n'a pas voulu faire, on peut le regretter après, donc on peut se poser une réelle question de voilà, ce qui va devenir notre vie privée numérique et qu'est-ce qui va devenir notre droit à l'erreur. Parce que si on ne peut plus jamais effacer notre erreur, c'est-à-dire que ça peut être retrouvé, reproché, etc. Donc voilà, comment combiner ces technologies sans faille, parfaites, avec l'être humain qui n'est pas parfait, comment faire en mieux que l'on puisse représenter l'autre? C'est toute une question. J'ai pas la réponse, mais je pense que c'est avant de s'embarquer tous, des millions de gens là-dedans, je pense que c'est des questions qui seraient intéressantes à se poser, à poser aux créateurs de ce monde-là pour avoir quand même notre mot à dire, parce que on voit maintenant, même dans notre pays, j'ai regardé hier le fameux débat, tout le monde parle des démocraties qui sont un peu à la détresse, de participation de gens dans leur vie démocratique, dans les systèmes qui les dirigent. En fait, on peut imaginer que ce monde-là, il ne faut pas non plus rater le virage, il faut que nous, qui allons habiter là-dedans, ou alors au moins participer, au moins passer une partie de notre vie, parce qu'aujourd'hui, par exemple, en moyen, les personnes, je crois que c'est 4 heures connectées, donc c'est 4 heures qu'on passe dans les mondes digitaux, et ce serait bien quand même qu'on connaisse les règles, qu'on les établisse, et qu'on ait la main là-dessus, qu'on ait notre mot à dire. Je trouve que c'est très important que ce monde-là, en fait, respecte aussi les valeurs humaines, les valeurs démocratiques. Peut-être justement dans d'autres pays, vont respecter d'autres valeurs qui nous sont proches, mais en tout cas là, je parle pour l'Europe. Donc, ce sont des choses très importantes. Et du coup, on va avancer sur la communauté. Donc, dès qu'on est nombreux, il y a des problèmes de, la liberté de l'un s'arrête ou commence la liberté de l'autre. Donc, il y a 2 modes on va dire, de comment gérer la vie en communauté. Donc, c'est soit l'autorégulation, c'est-à-dire que chaque acteur respecte les autres. Et du coup, c'est un système organique autorégulé. Justement, si on comprend bien ce principe que ma liberté s'arrête là où commence la liberté d'un autre, ou alors il y a une autre voie de la réglementation, donc ce sont des lois ou des règles imposées de l'extérieur. Alors j'ai lu un article intéressant d'une personne qui proposait par exemple de créer au sein de l'ONU l'organisme qui va gérer cette réglementation au niveau mondial, parce qu'on imagine bien que tout ce monde numérique va communiquer et on aura besoin d'une réglementation mondiale et non pas par pays. Parce que l'accès sera total, peut-être certaines parties de métavers seront des trous noirs impénétrables si Corée du Nord va créer le sien. Mais on peut imaginer que ce sont des mondes interchangeables et du coup, tous les acteurs devraient avoir les mêmes règles et respecter les mêmes choses.
Donc voilà, une question, comment ça va se passer. Enfin, on voit qu'avec le web, on a fait à l'envers, donc on a créé le système, on a des milliards d'utilisateurs, et le RGPD est sorti en 2000, je sais plus, 18, 19, enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, qui t'a posé ces questions en amont. On va avancer vers, du coup, l'expérience. Donc, l'expérience, c'est tout ce qu'on va y vivre dans le métavers. Ça peut être les concerts, les jeux, enfin, n'importe quelle sorte d'expérience, si vous avez des expériences commerciales, même n'importe, en fait. La question est, donc, dans le métavers, même si c'est sous la forme des avatars, mais c'est les vrais êtres humains qui rentrent. C'est-à-dire qu'ils ont des âges différents. Voilà, le milieu socio-culturel est différent. Alors, donc, est-ce qu'on va imaginer que si j'ai 14 ans, je rentre en métavers, les contenus adultes ne vont pas m'être proposés? Est-ce qu'on peut imaginer ça? Ou alors, certainement sans restriction, si le contrôle parental n'est pas allumé, voilà, comment on gère tout ça? Parce que c'est surtout nos enfants qui vont y aller, donc à quoi ils vont être confrontés, quel genre d'expérience ils vont vivre? Est-ce que c'est l'IA qui va gérer, du coup, ces restrictions, par exemple liées à l'âge ou autre chose, ou au pays, peut-être? Alors, qui régit cette IA, qui écrit le code, qui lui dit ce qu'elle peut pas faire, parce que du coup, ça nous donne l'accès ou pas accès à plein de choses. Donc, c'est des questions aussi éthiques très, très importantes à résoudre. Comme Jérôme a bien dit, voilà, la persona cible, c'est les digital natifs qui ont 10 ans aujourd'hui, enfin 20 à tout péter. Donc, c'est vraiment ces âges-là, on est encore mineur, on n'a pas encore accès à tout, violence, c'est les images adultes, etc. Donc, comment on gère tout ça? Et le dernier point, par rapport à la création de contenu, donc, bon, pour l'instant, le métavers est tristement parti dans la recherche des profits, mais on peut imaginer qu'on sortira de ce design monétisé vers quelque chose basé sur les valeurs. En tout cas, j'ai l'espoir fou qu'on pourrait le faire. Donc, tout ce qui est un peu culturel rentre peut-être dans ces dimensions-là. On peut avoir des expériences pour apprendre des bonnes choses, pour apprendre le respect, la paix, plein de valeurs interhumanitaires, on peut dire, qui font bon sens, peu importe où on se trouve sur la planète. Donc, j'ai une histoire folle qu'on va y arriver aussi d'avoir des expériences qui ont du sens et pas seulement les expériences qui apportent de l'argent. Voilà. Et voilà, je voulais terminer par une question distancielle. Donc voilà, est-ce qu'on peut aller vers le monde meilleur? Est-ce que l'humanité est capable de créer le monde meilleur? Imaginer tous ensemble quelque chose d'autre? Sortir de justement ce qui nous attriste dans le monde réel ou dans le web d'aujourd'hui. Donc, c'est une question ouverte. N'hésitez pas à partager vos opinions. N'hésitez pas à faire des remarques. On est là pour réfléchir un peu sur cette question-là. Merci Natalia. Alors, il y avait des questions. Alors, y a-t-il des questions spécifiquement sur ce que vient de dire Natalia, d'abord? Voilà, je ne sais pas. Il y a aussi quelqu'un qui m'a posé une question sur, j'ai parlé du jeu du commerce, mais y a-t-il des expériences de métaverse en milieu de travail? La réponse c'est oui, puisque ce qu'a dit tout à l'heure, ce dont tu as parlé justement de Sophie Jiménez, c'est l'utilisation, l'usage. Tu n'as pas mis ton micro, Sophie. Ouais, Voilà. je suis passée vite, mais en gros, il y a plusieurs usages. L'usage, à mon avis, le plus proche, c'est ces fameux mondes virtuels où, par exemple, moi, j'ai un client qui a dû mettre tous ses collaborateurs en télétravail de façon urgente, sans vraie réflexion sur ce qui fait le lien au travail, le lien entre les gens, etc.
à cause du confinement, voilà. Et maintenant, il se trouve dans une situation où il a beaucoup de mal à justifier le fait de revenir au bureau, voilà, parce que les gens ont pris l'habitude. Donc, il a une réflexion, mais il dit, voilà, moi, ce qui manque, je trouve, dans le travail aujourd'hui, quand on est tous à distance, c'est cet effet, bah, tiens, j'ai une question à poser, au lieu de faire un mail, bah, j'ai de la chance, je vais tomber sur Jérôme, par exemple, à la machine à café ou sur Natalia dans l'ascenseur, et on va résoudre ça très, très vite, et ça va créer des liens et des connexions beaucoup plus rapides. Donc, soit il me le fait avec des phrases très compliquées, il vient me parler de sérendipité, etc. Soit il me dit, bah, moi, je veux reproduire la conversation de l'ascenseur. Voilà. Et en gros, son idée, ce qu'on va faire avec lui, c'est mettre en place un monde virtuel qui sera, comme le disait Natalia, ouvert tout le temps, voilà, aux heures de bureau, en tout cas pour eux, et où en fait, ils vont commencer par créer des événements, des petits rituels. Et l'idée est de se dire, bah, tiens, bah, je suis chez moi, mais à un moment, je vais vouloir prendre un café, bah, plutôt que de le prendre tout seul en regardant des vidéos sur YouTube, bah, en fait, je vais me balader dans les locaux et puis je vais peut-être croiser Jérôme ou Natalia et on va en profiter pour discuter un petit peu. Voilà. C'est ni plus ni moins que la reproduction de ce que font nos ados. Hein. Il y a des ados qui passent actuellement quasiment tout leur temps social, puisqu'ils étaient à l'école sur Zoom, ensuite ils étaient sur Discord par exemple, ou sur une autre plateforme, où en fait bah, ils laissaient le Discord ouvert, c'est-à-dire le canal de conversation ouvert tout le temps, et en fait bah, quand on se connectait, on pouvait parler à son copain sans avoir pris rendez-vous avec lui. Voilà. Donc c'est un peu cette idée-là qui se développe en ce moment, mais qui, à mon avis, comme le disait Natalia, ça va prendre son essor quand les nouvelles générations vont arriver dans les entreprises, clairement. Mais tu sais pourquoi les gens préfèrent aussi la discussion en vrai? Parce qu'il n'y a que 30% de notre communauté qui est verbal. Donc, c'est-à-dire que le mail, voilà, c'est 30%. Quand on discute en vrai, il y a tout le body language, enfin, tous les phéromones. Alors, attention, parce que je connais bien cette étude. Et en fait, si tu relis les conditions de l'étude, c'est un peu faux. C'est encore un truc qui a été monté en épingle par le marketing et les théories du management, cette histoire de communication verbale. Alors, oui, mais n'empêche que sans connaître la langue, une langue n'importe étrangère, on peut quand même communiquer. C'est-à-dire qu'il y a bien des bandes passantes non contrôlées, même sans parole. Donc, il y a des mondes virtuels où tu peux avoir un avatar hyper simple, mais par contre, c'est ta webcam qui va prendre ta tête. Comme ça, tu as quand même tu vois un avatar qui se balade, mais tu as les expressions du visage. Parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a une nouvelle frontière à franchir, c'est les émotions. Comment on reproduit les émotions sur les visages des avatars. Par exemple, quand on se balade dans des conférences en virtuel, ben, l'avatar peut se balader, on va croiser quelqu'un. Ben, actuellement, les émotions, ça va être juste que je vais pouvoir afficher un smiley qui fait la tête ou un smiley qui sourit, quoi, en gros. Voilà. Et après, sinon, dans l'entreprise, bah, c'est beaucoup la formation et beaucoup la maintenance assistée. Mais j'allais dire, là, clairement, c'est pas nouveau et c'est pas le métavers, hein, puisque ça fait 50 ans que les pilotes de ligne, les pilotes d'hélicoptères se font grâce de la réalité virtuelle. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est devenu plus courant parce que c'est moins cher, les équipements notamment, et que les gens sont de plus en plus habitués, quoi. En guise de conclusion, moi, peut-être qu'on va tous dire quelque chose, mais pour ce qui me concerne, je reviens un peu sur l'objet de ce webinaire. Il est très généraliste. Si parmi vous, il y a certains qui veulent aller plus précisément sur une thématique ou une autre, parce qu'on a développé énormément de concepts, de thématiques, d'usages, etc. Chacune des thématiques ou chacun des sujets mérite un traitement plus poussé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous avons une adresse mail qui s'appelle vrjam, comme ça se prononce, vrjam, @lamele.com. Et nous sommes à l'écoute de toute question, de toute, voilà, de toute source, pourquoi pas, évidemment, tout ce qui a été... C'était plus le webinaire d'introduction au métavers. Si vous avez des sujets précis, vous pouvez soit les mettre dans le chat maintenant, soit nous les envoyer effectivement par email. Par exemple, métavers et, je ne sais pas moi, formation, le sujet, ça tombe bien, ou métavers et santé, ou je ne sais pas, voilà. N'hésitez pas à nous suggérer ça parce qu'on est en train de programmer les prochains, en fait. Oui.
Oui, je vais rajouter dans le chat aussi le lien de notre page sur LinkedIn, donc qui s'appelle VertJam. Donc c'est là où on partage les actualités. Si on va en refaire des webinaires, les infos, vous pourrez l'avoir là. Donc je viens de vous mettre le lien dans le chat aussi, n'hésitez pas à suivre. Et puis bon, on arrive à la fin du temps. Donc on voulait vous remercier à tous d'être là. On était ravis de partager nos réflexions et recherches sur le sujet avec vous et on espère vous voir bientôt sur d'autres événements. Voilà. Merci à tous. Merci. Et bonne journée à vous.